l'événement historique en lui-même, il est relativement simple, c'est-à-dire que on a, on a, on a d'une part un État avec les jeunes Turcs qui veut homogénéiser un certain nombre de territoires, et on a toutes les pressions qui sont dues à la Première Guerre mondiale et qui font qu'il y a une antithèse stratégique très forte entre la Russie et la Turquie. Et il s'avère que la Russie, tout au long du développement des guerres balkaniques, je vous rappelle que quand on est dans les années 1820-1830, toute la partie méridionale de l'Europe est sous domination ottomane. Il va y avoir les guerres de Bulgarie, il va y avoir les guerres de Roumanie, il va y avoir les guerres de Grèce. Et on aboutira progressivement à l'indépendance des populations européennes, la plupart du temps de confession orthodoxe, et donc rattachées à une fraternité religieuse avec Moscou, qui s'est toujours présentée comme la nouvelle Constantinople. Donc, il y a toujours eu une antinomie radicale entre la puissance ottomane et la Russie. D'ailleurs, la puissance ottomane, qui était le grand corps malade du bassin méditerranéen, ne cessait de s'effriter, et étant donné qu'elle était dans le giron des grands mouvements commerciaux et bancaires de la City, les Anglais, dans le cadre de ce qui a résulté de l'entente cordiale et qui a amené à la politique pro-anglaise de Napoléon III, ont conduit la France à faire la guerre aux ordres et pour le bénéfice de l'Angleterre à la Russie. Si aujourd'hui vous avez un boulevard de Sébastopol à Paris, c'est parce qu'on a enclenché en solidarité, mais plus en suggestion avec la finance anglaise, une guerre contre la Russie sous le Second Empire. Et dans le cadre de ces conflits, on avait des spécificités, à savoir qu'il y avait en Turquie des populations non ottomanes, non turques et non musulmanes. Quand en 1924, la Grèce et la Turquie d'Atatürk ont signé des accords de paix, il y avait encore plusieurs millions de Grecs qui vivaient en Turquie, en Anatolie, qui ont été transportés en Grèce dans le même temps où un certain nombre de Turcs de Thrace orientale étaient, eux, amenés en Anatolie. Donc, l'Empire turc s'est constitué au cours des 11e, 12e siècles contre Constantinople. À l'époque des croisades, les populations de ce qu'on appelle les dominations musulmanes étaient encore massivement chrétiennes. Les Coptes en Égypte, les Syro-Chaldéens, les Assyriens, les Syriaques. Quand on vous dit les croisades, c'est le monde chrétien qui vient écraser le monde musulman. Il y a des dominations étatiques musulmanes dans le cadre du despotisme oriental, mais les populations qui vivent à l'époque sont massivement chrétiennes. Et conversion forcée, conversion diluée, il faudra beaucoup de temps pour que le Moyen-Orient devienne musulman. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens au Liban, en Syrie, et il y en avait encore pas mal en Irak. Donc, au moment de cette guerre qui enclenche le grand charnier mondial de 14-18, on a en Turquie ottomane, des millions de Grecs, et on a des millions d'Arméniens. Et ces Arméniens regardent vers la Russie, qui a toujours été l'allié naturel des populations chrétiennes du Sud. La Turquie est extrêmement fragilisée.
l'essentiel du potentiel militaire turc est allemand. Il y a même des officiers allemands qui sont là en permanence pour organiser l'encadrement de l'armée turque. Et il se pose un problème d'homogénéisation de l'espace social, il se pose un problème d'homogénéisation de l'espace militaire, et il va donc falloir, au sens policier du terme, dans la logique de développement du capital, épurer les territoires. Alors la population grecque, elle est au centre de la Turquie. Et comme elle est au centre de la Turquie, alors je parle de la population grecque qui vit dans l'Empire ottoman, je ne parle pas de la population grecque qui vit dans la Grèce qui s'est émancipée et qui a formé le royaume grec. Mais donc, les Grecs de la Turquie ottomane sont au centre. Et comme ils sont au centre, ils ne touchent pas directement par leurs implantations physiques, leurs implantations de villages, les territoires ennemis. En revanche, si vous prenez une carte du Caucase, vous verrez très bien que la situation de l'Arménie la place directement en relation directe avec la Géorgie et tous les territoires caucasiens de l'Empire russe. Et donc, dans cette fragilisation de la société turque, va se poser le problème d'un partenariat possible entre les populations arméniennes et l'Empire russe et les armées russes, et il va se créer une nécessité stratégique de déportation, parce que l'État est un monstre froid, l'État, c'est l'horreur en mouvement dans la nécessité de sa rentabilisation, et de la même manière que dans les années 1850, la grande démocratie américaine va déporter les Cherokees parce qu'il y a une nécessité stratégique que, au-delà des Appalaches, on n'est plus en deçà des Appalaches, en deçà des Appalaches, on n'est plus de population amérindienne indigène, on va déporter tous les Indiens Cherokees, c'est la grande route des larmes, où on va exterminer dans la déportation la population Cherokee. À partir du moment où, effectivement, aux confins de ces territoires, j'ai des populations kurdes et j'ai des populations arméniennes, l'État turc, parce que la déportation des Arméniens n'est pas compréhensible si on ne fait pas référence au rôle que les Kurdes ont joué dedans. On a vidé des villages arméniens et on les a attribués aux Kurdes. Les Kurdes qui sont musulmans. Alors, ils ne sont pas forcément musulmans comme les Alévis, comme l'intégralité de la société turque, mais il est évident que des positionnements démographiques dans la géographie du territoire de nature kurde faisaient tampon à l'armée tsariste qui était, entre guillemets, de culture orthodoxe. Donc, la déportation des Arméniens, comme la déportation des Cherokees, comme la déportation de millions et de millions d'hommes depuis que la dialectique du capital s'est emparée de la nécessité de rentabiliser l'espace, elle prend sa forme logique dans ce conflit qui fait qu'à un moment donné, la société turque en décomposition est obligée de se restructurer dans des formes sociales, dans des formes démographiques et dans des formes militaires. Et comme l'État est un monstre froid, l'État pratique des additions, l'État pratique des soustractions, et à partir du moment où il y a nécessité de déporter une population, on déporte la population avec tous les effets sanglants qui en résultent. Et donc ça, c'est vraiment le contexte vraiment historique. Et puis après, peut-être nous expliquer les instrumentalisations modernes de l'événement pour diverses raisons, quoi. C'est-à-dire que pour instrumentaliser, il faut avoir des moyens. On a aujourd'hui, dans le cadre de la recomposition du capital, un marché des génocides. Et chaque communauté, à partir du moment où elle a un emplacement social et historique donné, elle peut jouer de cet emplacement. Il y a donc des courses entre la déportation juive, la déportation arménienne, la déportation noire de l'esclavage. La déportation noire de l'esclavage, d'ailleurs, qui oublie qu'il y a eu une déportation blanche de l'esclavage.
Mais c'est tout un marché parce que tout est faire-valoir concurrentiel. Chacun veut jouer de son histoire pour avoir une place dans la représentation idéologique du capitalisme de la modernité. Mais cette place-là, elle est possible parce qu'on a des communautés afro-américaines puissantes, des communautés arméniennes puissantes, des communautés juives puissantes. Il n'y a pas de communauté sioux ou cheyenne puissante. Au terme des grandes déportations et des grands massacres qui ont totalement exterminé les Indiens des plaines, il n'y a pas de course au marché du génocide compensé et rétribué. Donc, là encore, il faut toujours comprendre que tout ça n'est compréhensible que dans le développement du capital et que dans la façon dont le capital a positionné les héritiers des divers massacres que l'histoire a connus. Le problème, si vous voulez, et là on en revient toujours à Marx par rapport à la domination formelle, c'est que le XXe siècle, qui est le siècle de la domination réalisée en mouvement, fait passer les massacres au stade industriel. La grande déportation des Cherokees, elle se fait, même si elle est faite par une démocratie moderne, dans un assemblage relativement hétéroclite et artisanal. La déportation des Arméniens, c'est une déportation massive où l'on met en mouvement une longue série de populations sur les routes. Et les Arméniens, au terme de la Première Guerre mondiale, vont pouvoir, parce qu'ils se retrouvent plus ou moins dans le camp des vainqueurs, essayer d'obtenir une légitimation. Il faut être dans le camp des vainqueurs pour que les massacres, tels qu'ils ont eu lieu, quelle que soit leur ampleur, puissent donner possibilité à valorisation victimaire. Vous avez eu, peu de gens le savent, mais les camps de concentration dans leur forme naissante, dans leur forme la plus barbare au stade industriel du développement du capital comme organisation de déportation voulue. C'est la guerre des bourgs. La guerre des bourgs qui oppose la grande démocratie anglaise aux républiques africanaires. À un moment donné, pendant la guerre des bourgs, la guerre de guérilla par laquelle les républiques afrikaners s'opposaient à l'impérialisme anglais rendait totalement impossible la victoire anglaise. La victoire anglaise est devenue possible quand on a coupé les commandos de la résistance boer de ses arrières. Comment peut-on couper des commandos de leurs arrières? Tout simplement en déportant la population civile et en la mettant dans des camps de concentration. Donc les premiers camps de concentration, au sens moderne du terme, dans la généalogie de cette étymologie, c'est la guerre en Afrique du Sud des Anglais contre les Boers. Mais les Boers, une fois que la grande démocratie anglaise a réussi à gagner la guerre, ils ne peuvent pas rentrer dans une compétition victimaire dans le champ de tous les massacres qui ont eu lieu dans le XXe siècle, parce qu'ils sont dans le camp des vaincus. Donc, même si on a regroupé des femmes, des enfants, des vieillards, qu'on les a laissés mourir de faim, qu'on les a laissés mourir d'exténuation, et que ça a été fait volontairement, ça ne peut pas rentrer dans le champ de quelque chose qui serait la mise en marge d'une compétition victimaire. Par contre, au terme de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est dans le camp des vaincus. Puisqu'il est dans le camp des vaincus, je vais pouvoir imaginer la possibilité de cette dynamique victimaire. Même si après, au terme de l'effondrement de l'Empire ottoman, Atatürk construit une république turque qui est en démarquage de cette réalité, il va reprendre entre guillemets, l'héritage idéologique d'une pensée pan-turque, et la pensée turque contemporaine rend impossible l'acceptation de l'idée d'un massacre voulu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État turc dit qu'il y a eu effectivement des victimes, mais qu'il n'y a jamais eu une volonté délibérée d'un gigantesque plan de déportation qui aurait amené quelque part d'une manière volontaire la mort de centaines de milliers d'Arméniens.
Les Domets, c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu connaître en Europe occidentale et qu'on appelle les franquistes. C'est un cheminement intermédiaire de la communauté juive dans la modernisation, laïcisation, et donc on a des gens qui, dans le développement du capital, vont abandonner le rituel normatif classique de reconnaissance pour se fondre tout en restant en partie ce qu'ils étaient. C'est donc des gens qui abandonnent l'officialité totale de leur judaïsme, mais qui se retrouvent dans le cadre de communautés qui, tout en étant convertis à l'islam, maintiennent, au-delà de l'officialité de cette conversion, une culture juive interne qui permet effectivement de maintenir l'initialité du regroupement. Donc, si vous voulez, cette communauté a joué, de par toutes les articulations sociales, financières et commerciales, un grand rôle dans le développement de ce qu'on a appelé les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs étant, entre guillemets, cette couche de la nomenclature turque qui considérait que le sultanat, dans sa forme classique, était périmé. J'avais donc, dans la Turquie ottomane, qui était donc dirigée par le sultan, et dans cette Turquie, qui était donc, je le rappelle, l'homme malade de l'Europe, une déliquescence de plus en plus certaine de toute l'infrastructure économique, militaire, politique et sociale. Et donc, les jeunes Turcs, c'est quelque part une fraction du capital de la société turque, c'est une couche qui veut la modernisation pour maintenir quelque chose qui pourrait permettre, sous une nouvelle forme, à l'entité ottomane de perdurer. Et il s'avère que le mouvement Domais, donc ce mouvement de juifs islamisés, mais demeurant pour une partie des gens qui se considèrent quand même juifs, va jouer un rôle important dans l'émergence du phénomène jeune turc et donc dans l'émergence de la modernisation post-sultan.